quand il y avait de gros massacres, le régime avait intérêt à minimiser les pertes. Parce que le régime, à chaque fois qu'il y avait un massacre, en réalité, ça démontrait son incapacité à protéger la population. Et puis pour les islamistes, c'était leur manière de démontrer que justement, ce régime n'est pas capable de protéger la population. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. Oui, bienvenue dans ce grand témoin spécial. Ouvrez bien vos oreilles, ouvrez aussi vos yeux puisque vous pourrez regarder l'émission sur la chaîne YouTube aussi de Beurre FM et sur Facebook. Alors aujourd'hui, le grand témoin c'est Amer Ouali. Bonjour Amer. Bonjour Nasser. Merci d'être là, c'est un vrai bonheur et une fierté que de vous recevoir. Méziane Nourad. Bonjour Nasser. Un complice de décennies entières et qui est là, fidèle à lui-même, fidèle à ses amis, fidèle à ses idées, à ses convictions et qui va nous accompagner dans cette émission. Merci Nasser. Alors le grand témoin aujourd'hui, c'est quelque chose qui malheureusement n'a pas trop été abordé par les écrivains, par les cinéastes. C'est comme si c'était un peu un voile pudique qui avait été jeté sur cette période. C'est ce qu'on appelle la décennie sanglante, de façon un peu pudique. La décennie sanglante, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Des centaines de milliers de morts. Alors, il y a des chiffres contradictoires, Amer, on dit. Il y en a qui disent 70 000, d'autres 100 000, et puis d'autres 700 000. Non, les chiffres les plus fantaisistes. Le chiffre, Nasser, le chiffre qui a été retenu, c'est 200 000. 200 000. Ouais. Mais Nourad, qui dit mieux, Amer Ouali? Non, mais le chiffre de 200 000 n'est pas vrai. Il n'a jamais été... Alors, il a été annoncé par des ONG, lancé comme ça à la cantonade lors du meeting. Non, Bouteflika a annoncé le chiffre de 100 000. Pareil, à la cantonade. D'ailleurs, il a été recadré à ce moment-là par les dirigeants de l'armée. Alors, le chiffre officiel qui a été retenu, c'est celui de 60 000 morts. Je parle bien de morts, hein, parce qu'il y a des dizaines de milliers de blessés, il y a des orphelins, il y a des veuves et tout ça. Donc, les victimes, d'une manière générale, oui, ça dépasse les 200 000 morts. Peut-être même ça atteint 1 million de morts. Si on devait compter les victimes, les blessés, les veuves, les orphelins, tout ça. On parle d'1 million d'orphelins, c'est vrai ça? Je dis oui, c'est ce que je dis. Je dis c'est possible. 1 million de victimes, d'une manière générale, c'est possible. Ouais. Mais les morts, alors je vais vous dire, moi pendant cette décennie, tous les jours, on avait, donc moi je suis journaliste. Un comptage, un décompte? Je suis journaliste à l'AFP. J'étais journaliste à l'AFP. On avait un tableau au bureau. À chaque fois qu'un mort était annoncé, officiellement, par la presse ou par nos propres informations, on notait. On avait un tableau en 3 catégories. Forces de sécurité, donc police, armée, gendarmerie, civils, islamistes. On notait, à chaque fois qu'il y avait un mort, on le notait. Jusqu'au moment où je suis parti d'Algérie, moi je suis parti en 2002. Mais l'annonce de ce mort, de ce ou de ces morts, qui le faisait? Alors, la source, c'est ce que je dis, soit par les sources officielles, donc le ministère de l'Intérieur, via la PS ou via la télévision. Les islamistes eux-mêmes, quand ils avaient leurs pertes, ils faisaient des communiqués. Et parfois, la presse, de manière tout à fait indépendante, quand elle avait connaissance d'un certain nombre de massacres, elle en parlait. Je me souviens particulièrement, et moi à l'AFP, plusieurs fois j'ai annoncé des massacres avant qu'ils soient annoncés officiellement. Je vais citer le cas de Ben Talha. Je suis le premier à avoir annoncé le massacre de Ben Talha. La première information qu'on avait faite à l'époque, c'était au moins 200 morts. Ben Talha, on a tous en tête cette image incroyable, cette Madone qui a fait le tour du monde, cette Algérienne, cette femme qui a fait c'est une image incroyable. Absolument. Donc, c'est Houssine qui l'a... C'est Houssine, mon collègue Houssine Zaourar, que je salue si jamais il nous écoute. Donc, c'est Houssine qui a réalisé cette photo. Donc, après, on saura, des années après, on saura que le chiffre était en réalité de plus de 400 morts. Donc, j'en prends dans le livre. Évidemment, à ce moment-là, quand il y avait de gros massacres, le régime avait intérêt à minimiser les pertes. Les massacres, c'est Ben Talha, Raïs, bien sûr, parce que le régime, à chaque fois qu'il y avait un massacre, en réalité, ça démontrait son incapacité à protéger la population. Et ça, c'était la terreur du régime. Et puis pour les islamistes, c'était leur manière de démontrer que justement ce régime n'est pas capable de protéger la population. Donc voilà, on va vous massacrer. Venez avec nous, sinon on va continuer à vous massacrer. Donc, alors, Amer Ouali, est-ce qu'on peut dire que c'était une guerre civile? Est-ce que c'est une guerre civile? Alors, guerre civile, il n'y avait pas deux camps opposés. C'est-à-dire opposés par une ligne idéologique,
une ligne politique. C'est ça une guerre civile. Là, il n'y avait pas deux camps opposés. Il y avait deux projets de société qui étaient opposés. Alors, il y a le projet islamiste et il y a le projet progressiste. Alors, il se trouve que le projet progressiste, à ce moment-là, recoupait ou correspondait à celui qui était défendu par, en tout cas, une partie de l'armée. Alors, c'est pour ça que, effectivement, aujourd'hui, des hommes politiques comme Saïd Saadi ou alors comme Lachmi Sherif du PAGS à l'époque, on les considère comme des agents du régime ou des pro-régimes. Donc, alors, je ne sais pas si on peut parler de guerre civile, mais en tout cas, en termes de victimes... Une guerre entre Algériens. C'est une guerre entre Algériens. Et c'était des Algériens qui allaient voir d'autres Algériens en lui disant « tu n'es pas assez algérien ». Exactement. C'est-à-dire que tu n'es pas assez musulman, tu n'es pas assez islamiste, tu dois manger par terre, tu dois mettre ta femme au 6e étage dans une chambre fermée à triple tour. C'était ça, quoi. C'était des gens qui voulaient, qui avaient un projet qui était inouï quand même. Tout à fait, tout à fait. Et pour dire justement que c'était pas la guerre civile en sens classique, c'est que dans une même famille, on s'entretuait. Je cite des exemples de gamins qui ont tué leur père, qui ont tué leur mère, de frères qui s'entretuaient, de mamans qui étaient obligées de jouer les casques bleus à l'intérieur même du foyer, parce qu'elle avait un fils policier, un fils qui était dans le groupe armé. On a tous été comme ça. Moi-même dans ma famille, j'avais la famille policier, des gens fils, etc. Ouais. Ça a été une période horrible et qui n'a pas été... on n'a pas eu d'analyse, on n'a pas eu de réconciliation. C'est pas comme en Afrique du Sud où Nelson Mandela a eu le courage de mettre ça sur la table. Il y a eu carrément une amnésie. Parce que, en fait, c'est quoi 92 ? 92, nous étions à 30 ans de l'indépendance. On devait célébrer le trentenaire de l'indépendance. Symboliquement, c'est important. Et 30 ans après l'indépendance, le pays sombre dans cette terrible tragédie. Comment on en est arrivé là ? C'est la faute à qui ? C'est la faute du régime. Alors justement, on dit que, on va revenir au Front Islamique du Salut, au fils, on dit que le fils, c'est le fils du FLN. C'est-à-dire que le FLN a fabriqué le fils. Oui. C'est vrai ça ? Tout à fait. Le fils est né de l'échec du FLN. Alors, évidemment, le FLN ne reconnaît pas sa responsabilité. Il dit qu'elle a servi d'instrument pour le pouvoir, mais que lui-même n'a pas dirigé le pouvoir. Mais en tout cas, c'est la gestion du parti unique qui a fini par produire le fils. Alors, vous savez ce qu'on dit. Bassi Madani, quand il monte ses manifestations, etc., il dit, il y a eu l'émir Abdelkader, il y a eu 54. En 54, les Moudjahides ont fait le travail. Malheureusement, en 62, un nouveau pouvoir colonial est arrivé, donc un pouvoir colonial de l'intérieur, avec Bouteflika, avec Ben Bella, avec Boumedienne, etc. Je les mets tous dans la même barque. Donc un nouveau pouvoir colonial. Et nous sommes là, nous le fils, nous sommes là pour parachever la guerre de libération nationale qui est née en 54. Et donc là-dessus, ils sont arrivés à mobiliser les foules là-dessus. Le problème. Attends, j'aimerais bien qu'Amar réponde là-dessus. C'est exactement le terme employé par les dirigeants du FIS. C'est nous sommes là pour parachever l'indépendance. 62 n'a été qu'une étape dans le processus de libération. Le processus de libération sera parachevé quand on aura instauré le régime, l'État islamique en Algérie. L'État islamique en Algérie. C'est absolument ce qu'il disait. Une théocratie comme on voit aujourd'hui en Afghanistan, en Iran, etc. C'était leur idée, de toutes les manières. C'était leur idée. Alors, dans mon livre, je cite un document qui était exposé entre les deux tours des élections de 91, entre les deux tours. Donc, le fils avait afficher son programme, c'est exactement ce que nous voyons en Afghanistan aujourd'hui. C'est exactement couper la main, couper la langue, les tribunaux populaires, à l'échelle des communes. C'est-à-dire que les gens, on n'avait pas besoin de justice. C'est des tribunaux populaires. Alors, donc c'est ça qui était programmé. Alors, Rabia Rouali, vous avez fait un travail extraordinaire avec le coup d'éclat de la naissance du fils aux législatives avortées
de 1991 avec une préface de Mustapha Hamouche aux éditions Frantz Fanon, et puis aussi Amer Wali du Verbe au fusil, La Terreur Sainte, Retour sur la Décinoire, Algérie 91-2002 aux éditions Éric Bonnier. Bien sûr, on va revenir dans le détail là-dessus, mais vous étiez correspondant de l'AFP, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qui amène un jeune instituteur de Boj Menael en Kabylie progressivement à s'intéresser à cette période, à faire ce travail colossal qui est, je crois, il n'y a pas d'équivalent, en tout cas dans... Il était professeur, il n'était pas instituteur, il était professeur au lycée. Ouais. Qu'est-ce qui ramène donc un jeune professeur au lycée à Boj Menael en Kabylie de s'intéresser à ça? Quelle a été votre démarche? Ensuite, Méziane Ourad nous dira aussi ça. Non, en fait, c'est vrai. Méziane est un vieux copain, on a fait ensemble les études de lettres à l'université d'Alger. En fait, après mon bac, j'ai fait, pour des raisons tout à fait personnelles, j'ai fait des études de lettres parce que je venais de perdre mon père, j'étais au lycée, je venais de perdre mon père, j'étais un peu le soutien de famille, donc l'éducation nationale nous permettait d'avoir un contrat, un pré-salaire. En fait, c'est ça qui m'avait amené à faire des études de lettres et à signer un contrat avec l'éducation nationale et à devenir professeur au lycée. Donc, j'ai fait professeur, j'étais affecté à Boj Menael et quand j'avais un contrat de 7 ans, quand j'ai fait mes 7 ans de contrat, j'ai quitté l'éducation nationale. Donc, mais parallèlement à l'éducation nationale, parallèlement à l'enseignement, j'ai toujours été intéressé par la presse. En fait, c'est le métier que je voulais faire. Et voilà, c'est Méziane qui m'a permis de mettre mes pieds dans la presse. C'est Méziane qui est rentré avant moi. Si j'ai bonne mémoire, c'est Tahar Jaout qui était pour beaucoup. Oui. Et après, Méziane, comme on était copains, il m'a entraîné. Je ne suis pas le seul. Méziane a entraîné beaucoup de choses. Si j'ai bonne mémoire, même le Qadr Hassan est venu dans cette mouvance. Absolument. On parlera tout à l'heure. On revient dans un instant et on va écouter Méziane. Oui, avec toujours Amer Wali et Méziane Ourad. Alors, Méziane, donc, bien connu dans le Camer, et ce jeune professeur qui ensuite est devenu journaliste par ton truchement, entre autres, et celui de Tahar Jaout. Oui, moi, son itinéraire, si tu veux, je le connais bien, et puis il m'a toujours marqué, son itinéraire. Parce que moi, quand je l'ai connu, il avait 18 ans. Il venait d'avoir son bac, il venait de perdre son père, je crois. Et il est arrivé de Aït Saada, du côté de Tassab Segoumoun, et il arrive à la fac centrale. On était dans une annexe de la fac centrale à Marassim. Déjà, ce qui m'a frappé le plus, d'abord, il était très beau. Amar était très beau, avec des yeux clairs, machin. Il parlait un français d'une correction incroyable pour un jeune de son âge, quoi. J'avais 50 plus que lui, ou quelque chose comme ça. Et puis, on s'est retrouvés dans le même groupe de TD à la fac. Et on échangeait beaucoup. D'abord, on lisait énormément de livres. On faisait des études de lettres, donc on lisait énormément de livres. On avait... Là, on était dans quelles années on était, là ? 79. On avait... Donc le printemps berbère n'était pas encore là. Oui, dans la même année. La même année universitaire. Il est devenu après. C'est 79-80, en fait. Voilà, la même année, puisque nous, on a commencé en septembre 79. En avril... En avril, c'était l'explosion. L'explosion. Et en 81... J'ai dû interrompre un peu mes études pendant 6 mois puisqu'ils m'ont emmené en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Amar est devenu presque orphelin de moi parce que nous étions très, très soudés, moi et Amar, à l'époque. Il faut dire qu'on avait un groupe de professeurs incroyables. Franchement, on avait des enseignants. Je ne sais pas, moi, je pense à Dalila Morfi, Christian Achor, Majid Ali Bouachar, Chérif Ibn Abd Saddouk, moi j'adore. Chérif Ibn Abd Saddouk. Mourad Yelles, oui. Mourad Yelles. Voilà, Guy Fèvre. Et Janine, etc. Ouais. On avait un groupe pédagogique extraordinaire qui nous a permis de... Nabil Fares, après. Nabil Fares, oui. C'est des professeurs qui nous ont permis d'affiner notre
Notre jugement, l'esprit critique, etc., culture. d'apprendre vraiment. On avait une équipe pédagogique incroyable, hein, franchement. Et puis il y avait un petit air de démocratie, même dans l'institut, à l'ILE, à l'Institut des langues étrangères. On échangeait avec les profs, on était même associés aux décisions pédagogiques. Je me souviens d'Abdelrahman Arab, qui était lecteur, directeur de l'Institut. Ouais, c'est un écrivain. Il y avait plein de gens. Donc, Amar, ce qui m'avait frappé chez lui, dès les premiers jours de notre parcours à la fac de lettres, il était d'une timidité maladive. Il était toujours comme ça dans son coin, mais il bossait, il lisait, il bossait. Et puis il avait en bandoulière, il avait tout être Mangla, tout chez les Freddam, tout l'Hasnaoui, tout Matoub, tous les sages, quoi. Les sages kabyles. Ouais, parce que... Non, mais c'est vrai qu'on allait de la fac, on allait au resto en chantant, tous les deux. Ah, tous les deux. En chantant Etmagillat, en chantant Matoub. Oui, de la fac au restaurant Améroche, à Boulevard Améroche. Ouais, puis c'était le début de la chanson kabyle engagée, avec Tachemlé, avec Kateb Yassine, avec Idir, avec Farhat. Donc c'était Igouder, Issoulès, c'était tout ça. Absolument. D'ailleurs, un jour, déjà moi, j'étais dans le groupe de Bza, donc il était toujours avec nous. Alors de Bza, c'est le théâtre, hein. Théâtre-chanson. Théâtre-chanson en arabe, en kabyle. Et puis, j'étais très proche de Kateb Yassine, donc je l'ai emmené voir Kateb. Il est devenu copain avec Kateb Yassine, tu vois. Ah, c'est difficile de ne pas être copain avec Kateb. Non, mais ça, c'est un souvenir magnifique. Ouais. Quand on arrive, Kateb Yassine, c'est un monument. C'est un monument. On est reçu chez lui, alors déjà je suis stupéfait de découvrir que Kateb Yassine vit dans un petit 2 pièces, 40 mètres carrés. Spartiate. Et puis je me souviens très bien, il nous avait accueillis avec une assiette de figues sèches. Il m'a dit, allez, mange ça, c'est très bon. Tu vois, voilà, donc on a échangé un petit peu, et puis il s'est retiré dans sa pièce, il nous a laissé. Je me souviens, après, le soir, on avait bavardé, très tard et tout, on avait dormi chez lui. Enfin, c'est magnifique. Et après donc, avec Amar, si tu veux, au départ, on n'imaginait pas encore notre avenir. Nous, on était là pour faire... Comme tous les gamins. Tous les gamins à 16, 17, 18 ans. Nous, on voulait devenir enseignant. Il a d'ailleurs assez bien expliqué la chose parce qu'on avait un pré-salaire. C'est-à-dire que, en étant étudiant, on gagnait 2400 dinars à peu près. C'était énorme. C'est le Pérou. C'était énorme. On était tout le temps, on allait manger dans des restos, on était avec... Après, on a commencé autour de nous, il y avait plein de copines, plein de copains, etc. On est devenu une bande, quoi, on est devenu une bande. Et puis, le printemps berbère est advenu, donc on s'est totalement engagé dans le printemps berbère, mobilisation, débat, meeting, machin, manifestation, bagarre avec les flics, bagarre avec les arabisants, bagarre avec les islamistes, bagarre avec... Et ça nous a soudés. Ça a créé une espèce de grande famille, où plusieurs familles à coquiner les uns avec les autres. Et donc, ça nous a donné aussi ce désir incroyable de nous exprimer publiquement. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Bon, il y avait Fiat Lux à l'époque, le journal d'Azibao à la fac, qu'on écrivait sur les murs. C'est deux amis qui le faisaient, le Hachmi Haddad et l'affaire Hamarbi, Pitif, Abdelatif Bouneb. Les deux, principalement, c'est eux qui faisaient ça. C'est un journal mural qui était lu, mais alors incroyablement. Tu avais 4000 personnes qui lisaient ce journal sur les murs de la fac d'Alger. Mais après, moi j'ai voulu transposer ça. Moi personnellement, je me suis dit, il faut absolument que j'intègre un journal. Le plus grand journal de l'époque, c'était Alger Actualité. Et comme à la fac... Tahar Djaoud était déjà dans Alger Actualité. Bien sûr, Tahar Djaoud, Djahad... Abdelkrim Djahad. Oui. Il y avait toute l'équipe d'Alger Actualité, mais c'était des gens qui étaient des journalistes professionnels, mais qui s'intéressaient au printemps berbère. Donc, ils venaient nous voir à la fac. Surtout Tahar Djaoud, Ben Mohamed, etc.
Et donc, après, j'ai dit à Tahar, moi j'écrivais un peu de poésie, tu vois. Je lui ai montré les poèmes que je faisais pour qu'il me donne des conseils, pour qu'il me dise est-ce que j'étais sur la bonne voie ou pas la bonne voie, etc. À ce moment-là, Amer, tu étais toujours professeur ou tu avais déjà intégré le journalisme? Non, là, pas il est en encore. train de parler de la période où on était à la fac. Ouais, la période où on était à la fac. Alors, il faut juste distinguer que Mouziane était un leader. Et Mouziane avait du charisme. Que moi, le petit timide, le grand timide que j'étais, moi, j'étais pas en première ligne. Hein. Alors, j'étais militant de base quand on allait... distribuer des tracts. On écrivait les banderoles. On écrivait les banderoles et tout ça. C'est extrêmement intéressant cette période. Pourquoi ? Parce qu'il y a un écosystème là qui s'installe entre un pouvoir qui est loin d'être démocratique. Il y a un État central qui est en porte-à-faux avec sa société civile, son milieu estudiantin. Et donc, il faut faire la liaison avec les islamistes. À ce moment-là, à Merouali, on parle des premiers maquis de Moustapha Ben Bouali, des premiers islamistes. Alors, ils arrivent quand, ces premiers maquis islamistes ? C'était en 81. Alors, les premiers maquis islamistes, alors, c'est en 1982. 82, oui. C'est en 1982. Alors, 82, de manière précise, on n'a pas une date précise, mais le premier maquis islamiste, il a été effectivement monté en 1982. Alors, je rappelle ce qui se passe en 1982, c'est une date importante. C'est encore une fois un 2, c'est-à-dire les 20 ans de l'indépendance. Il se passe quoi les 20 ans de l'indépendance ? C'est l'assassinat de notre camarade de fac, Kamel Amzel, qui a été assassiné à l'université de Ben Aknoun. Hassan El-Qadri, encore une fois, était témoin direct de l'événement. Ça s'est passé à ce moment-là, donc c'est en 82. Donc en 82, Moustapha Bouyali a créé le mouvement islamique armé. Donc les premières attaques islamistes ont été conduites par Moustapha Bouyali. Alors, notamment aussi, il y avait des attaques sur les femmes. Oui, à l'université, il y avait des attaques sur les femmes. Bien sûr, il y avait les attaques... on jetait de l'acide chlorhydrique. Exactement. L'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, oui. Mais donc, Moustapha Bouyali, alors que je rappelle que Moustapha Bouyali, c'est un ancien moujahid et un ancien du FFS. Il a fait partie des premiers... militants qui ont adhéré au FFS. Et puis après, alors comme il était partisan d'un État islamique, il a créé le mouvement islamique armé. Donc c'est lui, alors autour de lui, il y avait à peu près 300 personnes. C'est un réseau familial. Donc il a créé le premier maquis dans la Métija. Et l'opération la plus spectaculaire qu'il a menée, c'est un vol d'explosifs à Cap Ginette. Et puis cette opération spectaculaire contre la caserne de police de Souma, du côté de Blina. Donc, ils ont volé beaucoup d'armes. Alors, c'est très intéressant, parce qu'après, on parlera comment il a été tué, notamment avec l'histoire de son frère. Mais ce qui m'intéresse, c'est à ce moment-là, est-ce que c'est je crée une mouvance pour lutter contre un pouvoir dictateur, ou est-ce que c'est une théologie de la libération, ou est-ce que c'est les deux en même temps ? Parce qu'à ce moment-là, il y avait aussi, en Amérique du Sud, il y avait des dictatures, etc. Et la chrétienté, les partis catholiques, etc., enfin, tout le mouvement religieux a beaucoup travaillé contre Pinochet, contre la dictature en Argentine, au Chili, etc. Est-ce que c'était simplement des choses de droit commun ? Est-ce que c'était un vrai projet politique ? Est-ce que c'était pour lutter contre l'État central ? Est-ce que c'était pour reprendre le flambeau de la Révolution ? Ou est-ce que c'était de la théologie de la libération ? J'aimerais bien fondamentalement, je pense que Bouyali s'est engagé dans cette voie parce qu'effectivement, il voulait combattre cet État dictatorial. On écoute Amer Wali dans un instant. Oui. Amer Wali, donc on était en train de parler de cette genèse. Mézanourad vient de nous raconter pour lui quelles étaient les conditions et comment ça s'était arrivé. Cette genèse du mouvement islamique, elle trouve ses ressorts et ses fondements où finalement ? En fait, je crois que le mouvement islamiste, il était d'une certaine manière présent pendant la Révolution. Pendant la guerre d'Algérie, il y avait une présence, pas uniquement par les oulémas, même y compris des dirigeants de la Révolution, on peut citer un certain nombre d'entre eux, qui sont retrouvés à l'intérieur du FIS, comme Mohamed Saïd, qui a été colonel et qui a été chef de la Oulaya 3, qui a été ministre de la Défense de Boumediene. C'est quand même, depuis la guerre, c'était un intégriste connu. Mais quand même, comment expliquer ça, puisqu'on sait
on sait tous pertinemment que les oulémas, pendant l'indépendance, n'étaient pas pour l'indépendance. Ben Badis n'était pas pour l'indépendance. Oui, ils Alors, étaient bien sûr, assimilationniste. Non, mais Mohamed Saïd n'était pas du tout, Mohamed Saïd n'était pas du tout un ulama. Il était dans le FLN, dans la ligne dure du FLN. Donc, le côté islamiste existait déjà. Il y a aussi l'influence des frères musulmans. Bien sûr. Ça, c'est venu là. Donc, je parle, déjà, au sein du mouvement national, il y a ça. Le colonel Amiroche lui-même, c'est quelqu'un qui était porté, alors je ne dis pas que c'était un intégriste, mais c'est aussi quelqu'un qui était porté sur la pratique religieuse et tout ça. Donc, c'est pas né. Mais c'est une pratique religieuse, je dirais, algérianiste. On la retrouve chez Shrahdad quand il lance sa canne. Oui, tout à fait. Alors, oui, tout à fait. Fadman Soumar. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr. On retrouve cette tradition. Bien sûr, cette tradition. Alors, cette tradition culturelle. Oui, on n'est pas dans l'affrontement. Non, on n'est pas dans l'affrontement. Alors, cette tradition existe, sauf qu'effectivement, à l'indépendance, les frères musulmans, le mouvement des frères musulmans, qui est né dans les années 30 en Égypte, est venu en Algérie. Donc, on a importé l'idéologie des frères musulmans. Et les islamistes... Il y a une jonction entre les frères musulmans et le parti basse. Pas le parti basse. C'est Michel Aflaq qui est déjà passé par là. Oui, alors... le basse, c'était plutôt laïque. Le basse, c'était un parti laïque. Oui, c'est le panarabisme. Oui, c'est le panarabisme. C'était le cheval de Troie de l'islamisme, de la Oumma Islamia. Alors... Panarabisme, oui, mais pas l'islamisme. Le basse était laïque. C'était un laïc qui exécutait ses minorités. Hein. Bien entendu. On l'a vu en Syrie, bien sûr. Un peu partout. Hein. Oui, bien entendu. Michel Aflaq était chrétien, c'est même pas un musulman. Mais par contre, les frères musulmans, le mouvement des frères musulmans de Hassan Benna, qui est né dans les années 20 en Égypte, que Nasser a interdit. Exactement. Et il a fait exécuter Syed Qutb. Absolument, il a fait exécuter Syed Qutb. Et il a fait des frères musulmans des victimes, des martyrs, voilà. C'est comme ça que après ça a débordé l'Égypte. Alors le mouvement, l'idéologie des frères musulmans en Algérie est arrivé grâce à une association qui s'appelle l'association Al-Qiyam, les valeurs islamiques. Et puis il y a quelque chose à laquelle se réfèrent souvent les islamistes, c'est la déclaration du 1er novembre, qu'on peut lire de plusieurs façons. Alors quand on dit un État démocratique et social dans le cadre des valeurs arabes et islamiques, pour les islamistes, c'est aussi une référence. Donc pour eux, la déclaration du 1er novembre se résume à un projet d'État dans le cadre des valeurs islamiques. Donc les frères musulmans sont arrivés par l'association Al-Qiyam, et puis en 68, il y a le mouvement de Malik Ben Nabi qui s'est créé. Ah, voilà. Malik Ben Nabi s'est créé, et Malik Ben Nabi, c'est lui qui va... Le réformateur, c'est lui qui va... Le grand idéologue. Au jour d'aujourd'hui encore. Qui sécrète aujourd'hui les Rachad, espèces de Rachad, et puis aussi la chasse aux démocrates, aux francophones, absolument, etc. Absolument. Pour Malik Ben Nabi, il n'y a pas des Mazérones, il n'y a pas de Berbères. Il y a un monde arabe, il y a un monde musulman, et khlas. Donc voilà, il y a eu ces étapes. Il y a eu l'association Al-Qiyam, il y a eu Malik Ben Nabi qui a créé son mouvement avec l'association, je ne sais plus comment elle s'appelle l'association, mais en tout cas qui a fini par susciter le mouvement Al-Jaz'ara. La Renaissance. Le Jaz'ara, c'est les algérianistes du fils. En fait, le Jaz'ara, c'est des frères musulmans, mais qui ne sont pas liés aux frères musulmans égyptiens. Contrairement à Nahnah, par exemple, qui est vraiment un frère musulman lié à la Turquie, lié à l'Égypte. Donc, et on va retrouver cette dichotomie au sein du Front islamique du Salut entre Belhadj, qui était Oumma el-Islamia, le salafiste, et Abbasi Madani, qui était le jazairiste. On va retrouver dans le fils les deux tendances. Dans le fils, oui, en fait, il y a plusieurs tendances qui sont dans le fils. Évidemment, les plus connus, c'est les salafistes. Alors, les salafistes aussi, alors quand on commence à rentrer dans les détails, les salafistes, c'est aussi plusieurs tendances. C'est ce qu'on appelle en arabe la salafia al-jihadiyya, donc le djihad, qui prend le djihad, la salafia siyasiyya, qui est d'accord pour la participation aux luttes politiques, et il y a ce qu'on appelle la salafia al-ilmiyya, c'est du piétisme. Et après, il y a la Jaz'ara, il y a
les Afghans, donc l'idéologie de ce qu'on appelle le groupe Tekfir wal Hijra. Donc on va prendre une société, on va décider que cette société est impie, il faut la quitter et la reconquérir par la force. Donc il y a plusieurs mouvances au sein du FIS. Une petite question qui a des allures de digression, mais pas que, parce que vous allez comprendre. Comment expliquer dans cette Algérie, dans cette Ifriqiya centrale, où l'islam a toujours vécu de façon quasiment, entre guillemets, sereinement, mais bon, même s'il y avait des bagarres entre les uns et les autres, les Omeyyades, les Abbassides, etc., les Irides, etc., on connaît toutes les histoires. En Algérie, on a les soufistes, on a les Rahmaniya, il y a les Tidjaniya, il y a les Aliya. Le soufisme étant une espèce de mystique de l'islam. Et puis là-dessus, on rajoute les ribat de Tachfin, hein, les marabouts, qui est un islam un peu tranquille, un islam d'intercession. Comment, subitement, sur cet islam de nos parents, de nos ancêtres, qui est entre guillemets, encore une fois, un islam tranquille, comment comprendre cette émergence de violence? Écoute, le wahhabisme, c'est quoi, s'il te plaît? Le wahhabisme, il nous vient d'Arabie Saoudite. Oui, mais sur la genèse, comment il arrive en Algérie? C'est ça qui m'intéresse. Non, alors, il ne faut pas oublier que le soufisme était combattu par les ulémas. Les ulémas étaient contre le soufisme. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe après l'indépendance en Algérie? Boumedienne nomme un conseiller, puis un ministre de l'éducation nationale, de la culture, qui est Ahmed Talb al-Ibrahimi, qui est quand même le père d'un alm, des fondateurs des ulémas. Le fils de... Oui, le fils. Ouais, de Cheikh Talb al-Ibrahimi. Ben oui. Ouais. Oui. Donc Talb al-Ibrahimi a mené la lutte contre le soufisme en Algérie. C'est ça qu'il faut savoir. Donc Ahmed Talb al-Ibrahimi, il a une immense responsabilité. Donc moi je me souviens très bien, moi j'ai fait l'école algérienne. Donc dans l'école algérienne, on nous disait qu'il fallait combattre les khurafat justement de cet islam soufi, qui n'était pas du tout le bon islam, c'est ça. Donc il y a une lutte qui a été menée par le régime de Boumedienne. Ouais. Après, on a essayé, justement, quand on s'est rendu compte de cette dérive, après, on a essayé de réhabiliter les soufis, mais dans un premier temps, le régime de Boumedienne a combattu... est une espèce d'autorité tutélaire de cette mouvance islamiste qui va arriver dans les années 80. En tout cas, c'est une grande référence pour les islamistes. C'est une référence intellectuelle. Pour l'anecdote, uniquement. Ouais. Talb Ibrahimi, qui est venu faire son diplôme de médecin ici à Paris, à la Sorbonne. Tu sais quand est-ce qu'il a mis les pieds en France pour faire ses études supérieures? Envoyé par son père, hein, le Alm. Le Alm. Ouais. Il est arrivé à Paris, il s'est retrouvé au bar, à la brasserie Le Départ à Saint-Michel, le 1er novembre 1954. Son père lui a dit, excellent. Son père lui a dit, va en France, va faire tes études là-bas, parce que l'Algérie va être un peu récent. Ouais. Et après l'indépendance, il est venu. Et Taleb raconte, quand il a été appelé par Boumedienne pour prendre ses responsabilités, c'est lui-même qui le dit. Boumedienne lui dit, voilà, maintenant je te donne l'occasion de semer dans tout le pays les idées de ton père. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc Taleb est une arabisation qui était une islamisation et qui a provoqué des analphabètes trilingues. On se retrouve dans un prochain grand témoin. Amer Wali 1 est terminé. On se retrouve très bientôt dans Amer Wali 2 pour continuer à parler de cette période extraordinaire qui malheureusement n'a pas été assez étayée et documentée. Et donc on profite de ce formidable travail d'Amer Wali pour revenir dessus et surtout donner à nos auditeurs, en tout cas, l'occasion de faire leurs propres recherches et pour mieux appréhender cette période de l'histoire qui a saigné durablement l'Algérie. À bientôt.